Guadalajara, Jalisco, décembre 1990. Le réveil ne sonna pas ce matin du 22 décembre. Roberto Hernandez se levait avant l'aube depuis 15 ans et son corps avait appris à se réveiller tout seul, mais cette fois, c'était différent, il se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'invisible lui serrait le cœur. Il resta allongé quelques minutes dans son lit, écoutant la respiration profonde de Maria à côté de lui et les sons lointains de Guadalajara qui commençaient à s'éveiller. Les cloches de l'église San Juan de Dios sonnaient au loin, annonçant 5 heures du matin. Dans la pièce voisine, son fils Javier dormait, câlinant une petite voiture qu'il lui avait offerte l'année précédente. C'est juste du stress, se dit Roberto en s'asseyant lentement, c'est juste du stress. Mais sa nervosité n'expliquait pas pourquoi elle avait rêvé de son père mort, qui prononçait des mots dont elle ne se souvenait pas, ni pourquoi elle s'était réveillée avec le goût métallique de la peur dans la bouche. Maria s'agita dans les draps à son réveil. À moitié endormie, elle murmura quelque chose à propos du froid et se blottit plus profondément sous les couvertures. Roberto l'observa quelques secondes, mémorisant la façon dont ses cheveux bruns se déversaient sur l'oreiller et dont ses lèvres se retroussaient légèrement tandis qu'elle rêvait. Dans la cuisine, le rituel habituel le calma, il alluma la gazinière et fit bouillir l'eau pour la cafetière. Un parfum de cannelle et de piloncillo emplit bientôt la petite cuisine de la maison du quartier des Oblatos. Maria est apparue en chemise de nuit en se frottant les yeux. « Tu pars si tôt ?» demanda-t-il, même s'il connaissait la réponse. Roberto devait arriver à Acapulco avant midi pour décharger le Coca-Cola qu'il apportait pour les fêtes de Noël. C'était son dernier voyage de l'année, celui qui leur permettrait d'avoir un peu d'argent pour les cadeaux des enfants et de rembourser leurs dettes accumulées. C'est le dernier voyage avant Noël, lui dit Roberto tandis qu'elle préparait des tacos aux haricots frits qu'il emporterait en voyage. Je serai là demain pour t'aider à préparer l'auberge de Javier. Maria hocha la tête, mais Roberto remarqua quelque chose d'étrange dans son regard, une inquiétude qui n'était pas là les autres jours. Je ne sais pas, dit-elle en haussant les épaules. La nuit dernière, j'ai fait des rêves étranges, j'ai rêvé que tu partais et que tu ne revenais pas, que Javier et moi t'attendions à la fenêtre, mais que tu n'étais jamais venu. Roberto rit, même si son rire lui parut forcé. C'est absurde, femme. J'ai fait ce voyage des centaines de fois, je connais cette route comme ma poche. En disant cela, il se remémora les histoires entendues à la gare routière, des histoires de vols, de caravanes disparues, de familles sans nouvelles de leurs proches. La violence avait augmenté ces derniers mois. Les trafiquants de drogue s'emparaient de certaines routes, et les camionneurs avaient commencé à voyager en convoi pour plus de sécurité. Roberto avait envisagé de modifier son itinéraire et de prendre l'autoroute plutôt que la route principale, mais cela aurait signifié arriver en retard et perdre le contrat. La société de transport La Regiomontana ne pardonnait pas les retards, surtout pendant les vacances. Après avoir terminé son café, Roberto alla dire au revoir à Javier. Le garçon dormait profondément, le sourire aux lèvres. Roberto se pencha et lui murmura à l'oreille. « Papa va t'apporter quelque chose de très spécial d'Acapulco, mon fils, quelque chose que tu demandes depuis des mois. » Javier remua légèrement comme s'il avait entendu, mais ne se réveilla pas. Roberto le borda et quitta la pièce, la gorge nouée. Dans la cour, son Kenworth bleu marine aux finitions dorées l'attendait tel un géant endormi. Roberto avait acheté ce camion d'occasion 3 ans plus tôt, après 15 ans de service. C'était sa fierté, son bureau mobile, son gagne-pain et son rêve devenu réalité. Il avait fait peindre « R. Hernandez et fils » sur la portière conducteur, en pensant au jour où Javier serait en âge de le rejoindre. Il vérifia les pneus, les freins, l'huile, tout était en ordre. Il démarra le moteur, et le rugissement du diesel réveilla quelques voisins, mais ils y étaient déjà habitués, dont Roberto partait toujours avant l'aube. Maria est venue le saluer avec une tasse de café chaud et les tacos enveloppés dans un linge propre. Elle lui a également offert une image neuve de la Vierge de Guadalupe. Pour qu'il puisse prendre soin de vous en chemin, dit-il en le collant à côté de l'autre sur le tableau de bord. Roberto prit son chapelet dans le rétroviseur et se signa. À demain pour le dîner, promit-il en l'embrassant sur les lèvres avec une tendresse qui les surprit tous les deux.
Je vais dire à Javier que son père tient toujours ses promesses. Il était 4h30 du matin lorsque Roberto Hernandez quitta son domicile du quartier d'Oblato. Il s'engagea sur l'avenue Federalismo et se dirigea vers le sud, en direction de la route fédérale 15. Dans le rétroviseur, il vit les lumières de Guadalajara s'éloigner lentement, ignorant que c'était la dernière fois qu'il reverrait sa ville natale. La route était dégagée, seuls quelques semi-remorques matinaux comme le sien se partageaient l'asphalte. Roberto alluma la radio et écouta une station diffusant la musique de José Alfredo Jiménez. Camino de Guanajuato jouait dans la cabine tandis qu'il roulait vers sa destination, chantant doucement et pensant aux cadeaux qu'il offrirait à Javier à Acapulco. Il ne pouvait pas se douter que ce serait sa dernière chanson, son dernier lever de soleil sur la route, son dernier voyage en tant que Roberto Hernandez, le chauffeur routier de Guadalajara qui rentrait toujours chez lui. Guadalajara, janvier 1991. Maria se réveilla le 23 décembre, certaine que quelque chose n'allait pas. Roberto avait promis de retourner à l'auberge de Javier, et il ne manqua jamais à ses promesses, surtout pas à celles qu'il avait faites à son fils. Il regarda par la fenêtre s'attendant à voir le Kenworth bleu garé dans la cour, mais ne trouva qu'un espace vide et le silence du matin. « Maman, où est papa ?» demanda Javier en apparaissant dans la cuisine en pyjama Superman, les yeux gonflés par le sommeil. Il a dit qu'on allait manger la posada ensemble. Maria força un sourire qui ne trompa personne. Il a dû être en retard à Acapulco, fiston, mentit-elle en préparant le petit déjeuner. Tu sais comment sont les fêtes de fin d'année, beaucoup de circulation, beaucoup de livraison. Mais tandis qu'elle cuisinait, Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Roberto avait appelé religieusement chaque fois qu'il était en retard, systématiquement, même lorsqu'il n'y avait pas de téléphone à proximité, il trouvait toujours le moyen d'envoyer un message à un autre camionneur. Le 24 décembre arriva sans nouvelles. Maria appela la compagnie maritime la Regiomontana, mais on lui répondit que les bureaux étaient fermés pour les fêtes. Le 25, pendant que les familles du quartier fêtaient Noël, Maria et Javier attendaient à la fenêtre. Le garçon avait terminé un dessin qu'il avait fait pour son père, un camion bleu avec deux personnages se tenant la main, lui et Roberto. « Tu crois qu'il a oublié mon cadeau ?» demanda Javier ce soir-là, la voix brisée. Maria le serra dans ses bras, sentant son propre monde s'effondrer. « Ton père ne t'oubliera jamais, mon amour. Jamais. » Le 2 janvier 1991, Maria réussit à contacter le superviseur de la Regiomontana, dont Esteban Villarreal, un homme d'un certain âge à la voix fatiguée. Il confirma ce qu'elle craignait déjà, Roberto avait livré la marchandise à Acapulco le 23 décembre à 11h. Il avait signé les papiers, encaissé son paiement et, selon le responsable de l'entrepôt, s'était dirigé vers son camion, prétextant qu'il était pressé de rentrer pour l'anniversaire de son fils. « Madame Hernandez, dit don Esteban d'une voix grave, après cela, nous l'avons perdu de vue. » Roberto aurait dû signaler son départ d'Acapulco, mais il ne l'a jamais fait. Nous avons demandé au péage, aux stations-service, personne ne l'a vu. Maria sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'a-t-il pu lui arriver? Don Esteban soupira. Madame, je ne veux pas vous alarmer, mais les vols ont augmenté sur cette route. Il y a 2 semaines, 3 chauffeurs routiers ont été agressés sur l'autoroute Acapulco-Cuernavaca. L'un d'eux a été retrouvé battu à mort dans un fossé, les 2 autres, eh bien, ils sont toujours portés disparus. Le même après-midi, Maria prit ses quelques économies et se dirigea vers la gare routière avec Javier par la main. Papa et Maria ne savaient pas quoi répondre. À Acapulco, Maria a visité des hôpitaux, des morgues et des commissariats de police. Partout, on lui a dit la même chose, madame, beaucoup de caravanes disparaissent sur ces routes. Il y a beaucoup de banditisme. Si vous voulez porter plainte, vous devez remplir ces formulaires, mais je vous préviens, les chances sont minces. Le commandant Raúl Medina, un policier d'âge moyen à la moustache épaisse, l'a reçu dans son bureau, rempli de fumée de cigares et de classeurs débordants. Écoutez, madame Hernandez, je vais être honnête avec vous. Dit-il. Depuis le début de l'année,
nous avons reçu plus de 20 signalements de chauffeurs routiers disparus. Parmi eux, nous en avons retrouvé 5, 3 morts et 2 blessés mais vivants. Les autres ont tout simplement été engloutis par la terre. Maria avait l'impression de se noyer. Mais mon mari est un homme bon et travailleur, il n'a jamais eu d'ennui. Madame, les criminels ne vous demandent pas si vous êtes bonne ou mauvaise, répondit-il. Ils voient un camion avec des marchandises de valeur et ils agissent. Votre mari transportait du soda, n'est-ce pas? À cette époque de l'année, ça vaut de l'or, on en vend sur la côte, dans les villes. C'est un commerce facile. De retour à Guadalajara, Maria vendit sa machine à coudre et engagea un détective privé recommandé par un voisin. Don Aurelio Mendoza était un ancien policier qui avait quitté la police après avoir été blessé lors d'un affrontement. Il avait des contacts dans tout le pays et connaissait les méthodes des criminels. Madame Maria, lui dit Don Aurelio dans son petit bureau du centre-ville de Guadalajara, je vais enquêter, mais je veux que vous compreniez la réalité, les chauffeurs routiers sont des cibles faciles. Ils les cambriolent, volent leurs marchandises et, souvent, eh bien, ils ne peuvent laisser aucun témoin si votre mari a résisté ou tenté de défendre son camion. Il n'a pas terminé la phrase, mais Maria a compris. Don Aurelio expliqua qu'il inspecterait tout le trajet, parlerait avec d'autres camionneurs et vérifierait les hôpitaux et les morgues en cours de route. Il lui facturerait 1000 pesos par semaine, une fortune pour Maria, mais elle était prête à vendre tout ce qu'ils avaient. Pendant que Don Aurelio enquêtait, Maria travaillait en double, couture le matin, ménage l'après-midi et, le week-end, vente de tamales sur la place Oblato. Javier l'aidait comme il pouvait, portant les casseroles et s'occupant du stand pendant qu'elle servait les clients. « Quand est-ce que papa revient ?» demandait le garçon chaque soir avant d'aller dormir. « Bientôt, mon fils, très bientôt », mentit Maria. Elle le serra dans ses bras jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais les semaines passèrent et Don Aurelio n'apporta que des nouvelles décourageantes. Il avait trouvé des témoins qui se souvenaient avoir vu le Kenworth bleu à une station-service de Chilpancingo l'après-midi du 23 décembre. Le répartiteur se souvenait de Roberto car il s'était renseigné sur le chemin le plus rapide pour Guadalajara et avait acheté un grand soda et des biscuits. Il était pressé, se souvient l'homme. Il a dit qu'il devait rentrer à l'auberge de son fils. Il avait l'air heureux et sifflait en remplissant le réservoir. C'était la dernière fois que l'on voyait Roberto Hernandez vivant. Après Chilpancingo, le camion et son chauffeur s'étaient évaporés comme de la fumée, ne laissant derrière eux que des questions sans réponse et le cœur brisé d'une famille qui ne cesserait jamais de l'attendre. En 1993, Don Aurelio Mendoza avait épuisé toutes les pistes. Il avait parcouru 3 fois la route Acapulco-Guadalajara, interrogé des centaines de chauffeurs routiers et inspecté chaque ravin, chaque détour, chaque chemin de terre où une remorque aurait pu se renverser ou se cacher. Les 1000 pesos hebdomadaires que lui versait Maria étaient devenus un fardeau insupportable. Madame Maria, lui dit le détective lors de leur dernière rencontre, la voix lourde de frustration et de chagrin, j'ai fait tout ce qui était humainement possible. Roberto et son camion ont disparu comme engloutis par la terre. Je suis tellement désolé. Maria reçut la nouvelle en silence, Javier, disant, assis à ses côtés. Le garçon ne demandait plus quand son père reviendrait, il avait appris que certaines questions restaient sans réponse, ou du moins pas celles qu'il souhaitait entendre. Sans l'argent de Roberto et après avoir dépensé ses économies en recherche, Maria a dû se réinventer. Elle a transformé son salon en petit atelier de couture. Elle travaillait de 5 heures du matin à 11 heures du soir, raccommodant des pantalons, confectionnant des robes de quinceañera et brodant des serviettes pour les dames du quartier. Ses doigts se sont calleux et ses yeux se sont fatigués à force de coudre sous la lumière jaunâtre d'un projecteur. Le week-end, Maria et Javier préparaient des tamales sucrés et salés. Le garçon avait appris à étaler la pâte avec la précision d'un adulte, et ensemble, ils parcouraient les places de Guadalajara pour vendre leurs produits. Tamal d'Oaxaca, cria Javier, la voix brisée par les craquements de l'adolescence. Chaud et prêt à être dégusté. Durant ces années, Javier devint l'homme de la maison sans cesser d'être un enfant. Il aidait sa mère à tenir les comptes, s'occupait de la maison lorsqu'elle allait livrer les vêtements et, le soir, il étudiait sous la même lumière jaunâtre où Maria cousait.
Ses notes étaient excellentes, comme s'il voulait honorer la mémoire d'un père qui pourrait ne jamais revenir. Ton père a toujours voulu que tu étudies, lui disait Maria quand elle le voyait veiller toute la nuit avec ses livres. Je ne veux pas que tu sois sur les routes comme lui, tu seras ingénieur ou médecin, quelqu'un d'important. Javier hocha la tête, mais secrètement, il rêvait de camions. Il dessinait des remorques dans les marges de ses carnets, mémorisait les marques et les modèles qu'il voyait défiler sur l'avenue et, quand il serait assez grand, il projetait d'obtenir son permis poids lourd. Peut-être retrouverait-il ainsi son père, peut-être, sur un chemin perdu, tomberait-il sur le Kenworth bleu, et Roberto l'attendrait là. En 1998, lorsque Javier a eu 15 ans, Maria a organisé une petite fête dans le jardin. Les voisins ont apporté du pozole et de l'eau fraîche, et Don Chema, un vieil ami camionneur de Roberto, a offert au garçon une réplique miniature du Kenworth de son père, fabriquée par un forgeron du quartier. Ton patron était un homme de parole, dit Don Chema à Javier, les yeux humides. S'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose de très grave, mais je veux que tu saches qu'il t'aimait plus que sa propre vie. Cette nuit-là, Javier a pleuré pour la première fois depuis des années, il a pleuré pour le père qu'il ne connaissait pas vraiment, pour les conversations qu'il n'avait jamais eues, pour les voyages qu'il n'avait jamais partagés et pour les leçons de conduite qu'il n'avait jamais reçues. Ces années d'université furent jalonnées de bourses d'études et d'emplois à temps partiel. Javier étudia le génie mécanique à l'université de Guadalajara, se spécialisant dans les moteurs diesel et les systèmes de transport. Ses camarades pensèrent à une coïncidence, mais ils savaient que chaque écrou serré et chaque moteur réparé était une façon de perpétuer la mémoire de Roberto Hernandez. En 2005, Javier a rencontré Lupita Ramirez dans un café près de l'université. Elle étudiait pour devenir institutrice et son sourire lui rappelait celui de sa mère sur les photos. Ils se sont mariés en 2007 lors d'une cérémonie simple à la paroisse San Juan de Dios, la même église dont Roberto avait entendu les cloches lors de son dernier matin. Lors de la cérémonie, Javier a réservé une place vide au premier rang pour son père. Juste au cas où il reviendrait, dit-il à Lupita, qui comprit sans plus d'explication. Roberto Jr. est né en 2008, suivi de Sofia en 2010. Javier leur a raconté des histoires sur le grand-père qu'il n'avait jamais rencontré, des histoires que Maria lui avait racontées et qu'il avait embellies au fil des ans. Il leur a parlé du courageux chauffeur de camion qui avait parcouru autoroute mexicaine. C'était l'histoire d'un homme qui travaillait jour et nuit pour assurer un avenir meilleur à sa famille, d'un père qui avait promis de revenir et qui cherchait sûrement encore le chemin du retour. En 2010, Maria est décédée du diabète à l'hôpital civil. Ses derniers mots à Roberto furent « Dis-lui que je l'ai toujours attendu, que je n'ai jamais perdu confiance, que ce garçon est devenu un homme bien, comme il le souhaitait. » Javier a hérité de la maison du quartier d'Oblato, dont l'atelier de couture est aujourd'hui transformé en petit garage automobile. Il a accroché au mur la photo de mariage de ses parents, et à côté, la dernière photo qu'il possédait de Roberto posant fièrement à côté de son Kenworth bleu. Chaque année, le 22 décembre, Javier se rendait à Acapulco en voiture, suivant le même itinéraire que son père. C'était un rituel personnel, une façon de garder espoir. Il s'arrêtait aux mêmes stations-service, mangeait dans les mêmes restaurants de bord de route et demandait aux routiers expérimentés s'ils se souvenaient de Roberto Hernandez et de sa remorque bleu marine. Les réponses étaient toujours les mêmes, non, jeune homme, je ne m'en souviens pas, c'était il y a longtemps. Durant ces années, de nombreux routiers disparurent. En 2023, Javier avait 40 ans et ne croyait plus retrouver son père vivant, mais il n'avait pas cessé de le chercher. L'espoir s'était transformé en un besoin de tourner la page, en l'urgence de savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit de décembre 1990. Ses enfants connaissaient déjà l'histoire par cœur, Roberto Jr. Alors âgé de 15 ans, avait hérité de la fascination familiale pour les camions et parlait d'étudier l'ingénierie des transports. Sofia, 13 ans, avait écrit plusieurs dissertations scolaires sur la disparition de son grand-père, transformant la tragédie familiale en quête de justice. Ravin de Jean Titan, Jalisco, mars 2023. L'appel est arrivé un mardi matin, alors que Javier réparait la transmission d'un pick-up Ford dans son atelier.
Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il puisse essuyer ses mains graisseuses et répondre. « Vous parlez avec Javier Hernandez ?» demanda une voix officielle à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi. »« Qui parle ?»« Je suis Monsieur Morales, du bureau du procureur général de l'État de Jalisco, Monsieur Hernandez. Nous avons besoin de vous à nos bureaux. Nous pensons avoir retrouvé le véhicule de votre père. » Le monde s'arrêta. Javier sentit l'air lui échapper et dut s'appuyer contre l'établi pour ne pas tomber. Après 33 ans de recherche, après des milliers de questions sans réponse, quelqu'un avait trouvé quelque chose. « Tu es sûr ?» murmura Javier, la voix brisée. « Les plaques d'immatriculation correspondent au rapport déposé par votre mère en 1991. C'est un Kenworth bleu marine de 1985, Monsieur Hernandez. Nous avons également trouvé des restes humains dans la cabine. » Le voyage jusqu'au bureau du procureur fut le plus long de sa vie. Lupita avait fermé la boutique et l'avait accompagné, lui tenant la main, tandis qu'ils attendaient dans une pièce grise remplie de classeurs et imprégnée de l'odeur du café froid. Lorsque Monsieur Morales, un homme mince avec d'épaisses lunettes, les reçut enfin, Javier s'était déjà préparé mentalement à toute nouvelle. « Monsieur Hernandez, la découverte est un événement fortuit », expliqua Morales en rangeant une série de photos sur son bureau. Un groupe de spéléologues explorait les ravins de Jean-Titan lorsqu'ils ont découvert des restes métalliques à plus de 100 mètres de profondeur. Au début, ils ont cru à des déchets, mais en s'approchant, ils ont compris qu'il s'agissait d'un gros véhicule. Les photos montraient la scène que Javier avait imaginée des milliers de fois, mais qu'il n'aurait jamais imaginé voir réellement. L'épave du Kenworth bleu était à moitié enfouie sous la végétation, partiellement dissimulée par des décennies de végétation et de glissement de terrain. La cabine était écrasée, mais la couleur bleu marine et les garnitures dorées que Roberto avait si soigneusement choisies étaient encore visibles. « Comment est-il arrivé là ?» demanda Javier, observant les images avec un mélange d'horreur et de fascination. « Il semble qu'il ait quitté la route dans un virage serré, probablement pendant la nuit. Personne n'a signalé l'accident, le camion a dévalé le ravin et est resté caché. Au fil du temps, des glissements de terrain et la végétation l'ont presque entièrement recouvert. » Le coroner, un homme âgé avec une barbe grise, s'est joint à la conversation. « Monsieur Hernandez, nous avons trouvé dans la cabane des restes squelettiques appartenant à un homme d'une quarantaine d'années. L'état de conservation et les effets personnels indiquent qu'il s'agit de votre père. » Javier hocha la tête, incapable de parler. Lupita lui serra fort la main. « Il y a autre chose », a poursuivi Monsieur Morales. Les sauveteurs ont trouvé une boîte métallique soudée sous le siège conducteur, parfaitement intacte. Après toutes ces années, la boîte était plus lourde que Javier ne l'avait imaginé. En métal, de la taille d'une boîte à chaussures, avec des soudures artisanales mais solides à chaque jointure. Roberto voulait s'assurer que ce qu'il y gardait soit protégé. « Puis-je l'ouvrir ici ?» demanda Javier. « C'est ton droit légal », répondit Morales. « C'est ton héritage familial. » L'opération dura près d'1 heure. Javier avait apporté des outils de son atelier et, avec un soin extrême, coupa les soudures réalisées par son père des décennies auparavant. Chaque coupe le rapprochait de Roberto, comme s'il déchiffrait un message tant attendu. Quand ils ont finalement retiré le couvercle, le contenu leur a coupé le souffle, des liasses de billets parfaitement conservés dans des sacs en plastique scellés, des photos de famille, des documents de camion et quelque chose qui a fait fondre Javier en larmes, une lettre qui lui était adressée, avec son nom écrit de la main caractéristique de Roberto. « Papa le savait », murmura Javier en prenant la lettre d'une main tremblante. « Je savais que quelque chose pouvait arriver. » Monsieur Morales et le coroner échangèrent des regards compatissants. Ils avaient vu de nombreux cas, mais la clairvoyance de Roberto Hernandez était extraordinaire, un homme qui préparait un message pour son fils, anticipant le pire et espérant le meilleur. Javier rentra chez lui avec un mélange de douleur et de soulagement qu'il ne savait comment gérer. Il avait enfin des réponses, mais il avait perdu tout espoir de revoir Roberto franchir la porte. La recherche était terminée, mais une nouvelle histoire allait commencer. Guadalajara, avril 2023. Javier décida d'ouvrir la boîte dans la maison de son enfance,
dans la cuisine même où Roberto avait pris son dernier café avant de partir pour Acapulco. Lupita préparait un chocolat chaud tandis que Roberto Jr. et Sofia s'installaient autour de la table en bois usé, témoins de tant d'histoires familiales. « Tu es sûr de vouloir la présence des enfants ?» demanda Lupita, remarquant la tension sur le visage de son mari. « Ils font aussi partie de cette histoire », répondit Javier en caressant la surface métallique de la boîte. Leur grand-père voulait que ce soit conservé pour la famille, ils ont le droit de savoir quel genre d'homme était Roberto Hernandez. Les mains tremblantes, Javier souleva le couvercle resté scellé pendant 33 ans. La première liasse de billets apparut, enveloppée dans un sac plastique, avec une note indiquant « Pour la nouvelle maison ». Décembre 1990. Les billets étaient de différentes valeurs, certains dataient des années 1980, d'autres plus récents. Javier les compta rapidement et calcula qu'il y avait plus de 800 000 pesos de cette époque, une véritable fortune pour la famille. « Mon Dieu » murmura Lupita. « Où a-t-il trouvé autant d'argent ?» « C'était un homme qui savait économiser chaque centime », répondit Javier d'une voix brisée. Sous l'argent se trouvaient des photos de famille que Javier n'avait jamais vues auparavant, Roberto tenant le bébé Javier, Maria enceinte, tous souriant à côté du Kenworth. Une fois à Tlaquepaque, mais ce qui l'a le plus choqué, c'est de trouver des photos de lui dont il ne se souvenait pas avoir été prises. Javier, 5 ans, conduisant le camion sur les genoux de son père, Javier, endormi dans la cabine lors d'un court trajet vers Zapopan. « Papa m'emmenait en bus », murmura Javier en brandissant une photo de lui en uniforme d'école primaire. Je ne m'en souvenais plus. Sofia a pris une autre photo, Roberto, portant un chapeau charro. Il ressemblait beaucoup à papa, a-t-elle commenté, comparant les traits de son grand-père à ceux de Javier. Au fond de la boîte se trouvaient 3 lettres, chacune datée. La première était adressée à Maria, la deuxième à « Mon fils Javier quand il sera grand », et la troisième disait simplement « En cas d'urgence ». À ouvrir seulement s'il m'arrive quelque chose. Javier décida de lire d'abord la lettre urgente. L'écriture de Roberto était claire et ferme, mais il était clair qu'elle avait été écrite à la hâte. Si quelqu'un lit ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. J'économise cet argent depuis 5 ans, centime par centime, car je sais que les routes deviennent de plus en plus dangereuses. Les vols ont augmenté et de nombreux collègues ne rentrent plus chez eux. Cet argent ne vient pas de nulle part, c'est le fruit de mon travail, des heures supplémentaires, des voyages que j'ai faits pour offrir un avenir meilleur à ma famille. Je voulais acheter une maison plus grande, créer une entreprise, peut-être une station-service ou un garage. La voix de Javier se brisa tandis qu'il continuait à lire. S'il me trouve mort, je veux qu'il sache que je me suis battu, que je n'ai pas abandonné facilement. Mais je veux aussi qu'il sache que chaque peso que j'ai économisé a été dépensé pour que Javier puisse étudier, que Maria n'ait pas à travailler si dur, que ma famille puisse avoir une vie meilleure que celle que je pouvais leur offrir. Roberto Jr. demanda d'une petite voix. Est-ce que grand-père savait qu'il allait mourir? Non, mon fils, répondit Javier en essuyant ses larmes. Mais il savait que son travail était dangereux et il voulait nous protéger de la seule manière qu'il connaissait. La lettre à Maria était plus personnelle, remplie de souvenirs de leur relation, d'excuses pour les nuits où il n'était pas rentré et de promesses d'amour éternel. Roberto lui expliquait où il avait caché des documents importants et lui donnait des instructions détaillées sur l'utilisation de l'argent. La lettre adressée à Javier, devenu adulte, était la plus émouvante. Roberto y écrivait ses rêves pour son fils, son espoir de voir Javier devenir un homme meilleur qu'il ne l'avait été, et l'importance de l'éducation et d'un travail honnête. Mon fils, si tu lis ceci en tant qu'homme, c'est que tu as grandi sans moi. Pardonne-moi de ne pas avoir été là pour t'apprendre à conduire, pour t'accompagner à ton premier jour de travail ou pour rencontrer la femme que tu as choisie pour épouse. Mais je veux que tu saches que chaque kilomètre que j'ai parcouru était en pensant à toi. À la fin de la lettre, Roberto a ajouté une note qui a fait fondre Javier en larmes. Dans le compartiment secret du camion, derrière le siège, il y a un cadeau que je t'ai acheté à Acapulco pour Noël, une voiture télécommandée que tu réclamais. Si tu trouves le camion, cherche-le, il est à toi. Cette nuit-là, pendant que sa famille dormait,
Javier resta éveillé dans la cuisine, lisant et relisant les lettres de son père. Pour la première fois depuis 33 ans, il eut l'impression que Roberto était vraiment rentré chez lui. Guadalajara, avril 2023. Parmi les lettres et l'argent, Javier avait trouvé quelque chose qu'il avait initialement négligé, un petit carnet à spirale aux pages jaunies par le temps. C'était le journal de voyage de Roberto, dans lequel il notait ses itinéraires, ses dépenses en carburant, ses restaurants et ses réflexions personnelles qui se lisaient désormais comme des prophéties. La première entrée était datée de janvier 1985, l'année où Roberto avait acheté son Kenworth. Aujourd'hui, mon rêve se réalise, je possède mon propre camion. Javier a 2 ans et, quand il sera grand, ce sera aussi le sien. R. Hernández Hijo, comme il est écrit sur la porte. Javier passa la nuit entière à lire et à découvrir un père qu'il n'avait jamais rencontré. Roberto ne se contenta pas de noter des chiffres et des itinéraires, il écrivit ses inquiétudes, ses projets, ses peurs. Une entrée de mars 1987 disait: Javier m'a demandé aujourd'hui pourquoi je suis si souvent absent. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que papa travaille pour avoir une vie meilleure? Mais au fil des ans, les écrits se sont assombris. En novembre 1988, Roberto écrivait: 3 chauffeurs routiers ont été agressés cette semaine sur l'autoroute Mexico-Acapulco. Dont Fermin a été abandonné, tabassé, sur le bord de la route. Ce n'est plus comme avant, les routes ne sont plus sûres. L'entrée qui a le plus marqué Javier était datée du 15 novembre 1990, juste un mois avant la disparition. Aujourd'hui, j'ai vu Don Chema se faire voler au virage de la Venta, près de Chilpancingo. Ils ont pris toute sa marchandise et l'ont abandonné comme un chien. J'ai dû l'emmener à l'hôpital d'Iguala. Pendant qu'on attendait, il m'a dit, Roberto, ça devient vraiment grave. Les narcotrafiquants contrôlent les routes. Je ne vais plus y aller la nuit. Je vais changer d'horaire. Lupita, qui lisait par-dessus l'épaule de Javier, murmura: Ton père savait que quelque chose de mal pouvait arriver. Ce n'est pas tout, répondit Javier en feuilletant les pages jusqu'aux dernières entrées. Regardez ça. L'entrée du 20 décembre 1990 révélait les projets de Roberto pour l'avenir. J'économise depuis 5 ans. J'ai déjà assez pour la compte sur la maison du quartier de Chapalita, que Maria aimait tant. Après ce voyage à Acapulco, nous irons la voir ensemble. Je veux aussi parler à Don Aurelio de l'ouverture d'une station-service sur l'autoroute de Zapopan, avec l'argent que j'ai économisé et un prêt bancaire. On pourrait commencer l'année prochaine? Roberto Junior. Qui était descendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau, s'est assis à côté de son père. Est-ce que grand-père allait arrêter d'être chauffeur de camion, a-t-il demandé. On dirait bien, mon fils, répondit Javier. Il avait de grands projets pour la famille. L'avant-dernière entrée, du 21 décembre, était encore plus révélatrice. Demain, je pars pour Acapulco. Ce sera mon dernier long voyage de l'année. Maria l'ignore, mais j'ai déjà parlé au directeur de Regiomontana, je lui ai dit qu'après janvier, je ne ferai que des excursions locales dans le Jalisco. Je ne veux plus laisser Maria et Javier seuls pendant des jours. Les affaires se développent, mais la famille prime. Les mains de Javier tremblaient en lisant la dernière entrée, datée du 22 décembre 1990, écrite quelques heures avant que Roberto ne quitte définitivement la maison. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'ai encore rêvé de papa, il se tenait près du camion et me racontait quelque chose que je ne comprenais pas. Maria a aussi fait des cauchemars, elle dit avoir rêvé qu'il ne rentrait pas à la maison. Ce sont des bêtises, des superstitions de bonne femme, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. Aujourd'hui, j'ai acheté à Javier la petite voiture qu'il désire tant, une de ces voitures télécommandées hors de prix, cachée dans le compartiment secret du camion. Je la lui donnerai demain quand elle arrivera, il hurlera de joie. J'ai également acheté à Maria des boucles d'oreilles en argent que j'ai vues dans une bijouterie du centre-ville d'Acapulco, elle sera magnifique avec elle au dîner du réveillon du Nouvel An. S'il m'arrive quelque chose pendant ce voyage, sache que je t'aime plus que la vie elle-même, chaque kilomètre parcouru,
chaque peso économisé, chaque sacrifice consenti, c'était pour toi. Maria est la femme la plus gentille du monde, et Javier est ma fierté. Si Dieu le veut, je ne reviendrai pas. J'espère que tu comprendras que j'ai toujours essayé de faire le bien. En petit caractère, comme ajout de dernière minute. Il est déjà 4 heures du matin. Marie prépare le café. Je pars bientôt. Vierge de Guadeloupe, veille sur moi sur la route et aide-moi à rentrer sain et sauf. Mes enfants ont besoin de moi. Javier ferma le journal et resta silencieux quelques minutes. Il comprit enfin que son père n'avait pas été victime d'une simple agression. Roberto était conscient du danger et avait pris chaque décision en pensant à sa famille. Des précautions avaient même changé ses plans pour protéger sa famille, mais le destin avait été plus fort que toutes ses prédictions. Papa savait, murmura Javier, que c'était dangereux, mais il l'a fait quand même pour nous. Le lendemain, Javier appela le parquet pour demander s'il pouvait retourner à l'endroit où le camion avait été retrouvé. Il devait trouver ce compartiment secret, il devait retrouver le dernier cadeau que Roberto lui avait offert 33 ans plus tôt. Ravin de Jantitan et cimetière de Mesquitan. Guadalajara, mai 2023. Le retour au ravin de Jantitan fut plus difficile que prévu. Accompagné de 2 hommes de main et d'une équipe de sauveteurs, il redescendit à l'aide des cordes jusqu'à l'endroit où gisait l'épave du Kenworth bleu. Cette fois, cependant, il n'était pas un simple observateur, il avait une mission personnelle à accomplir. L'épave du camion était dans un état pire que dans ses souvenirs. La cabine avait été partiellement démontée pour extraire les restes squelettiques de Roberto, et elle paraissait encore plus détruite, comme un squelette métallique recouvert de rouille et de végétation. Mais Javier savait exactement où chercher. Le compartiment se trouve derrière le siège du conducteur, a-t-il expliqué aux sauveteurs, en leur montrant les pages du journal où Roberto avait dessiné un petit schéma. Il lui fallut près de 2 heures pour le retrouver. L'impact avait déformé la structure de la cabine, et le compartiment secret que Roberto avait fabriqué à la main était écrasé entre les morceaux de métal tordus. Lorsqu'ils y parvinrent enfin, Javier fouilla prudemment à l'intérieur, comme s'il touchait directement les mains de son père. Ses doigts trouvèrent quelque chose emballé dans du plastique. Avec un soin extrême, il sortit un petit paquet resté intact pendant 33 ans. En le déballant, il ne put retenir ses larmes, c'était exactement ce que Roberto avait décrit dans son journal, une voiture télécommandée rouge aux détails jaunes, la marque que tous les enfants de 1990 rêvaient pour Noël. Je l'ai trouvé, papa, murmura Javier en serrant le jouet contre sa poitrine. À côté du chariot se trouvait autre chose, une petite boîte contenant les boucles d'oreilles en argent que Roberto avait achetées pour Maria à Acapulco. Elle ne lui était jamais parvenue, mais Javier les portait maintenant, dernier cadeau affectueux de son père à sa mère. 3 semaines plus tard, le 15 mai 2023, Javier put enfin enterrer Roberto aux côtés de Maria au cimetière de Mesquitan. La cérémonie fut intime mais émouvante. D'anciens collègues routiers de Roberto, dont certains aux cheveux grisonnants, vinrent rendre hommage à ce jeune homme enthousiaste qui parlait toujours de son fils. Don Chema, le chauffeur de camion qui avait survécu à l'agression de la Venta et dont Roberto parlait dans son journal, s'approcha de Javier, les yeux humides. « Ton père m'a sauvé la vie cette fois-là, dit-elle d'une voix brisée. Quand j'ai été agressé, c'est lui qui m'a emmené à l'hôpital, qui a appelé ma famille et qui est resté avec moi jusqu'à leur arrivée. C'était un homme bien, Javier, un homme de parole. » Le père Miguel Angel, le même prêtre qui a baptisé Roberto Junior et Sofia, a célébré la messe. Roberto Hernandez a œuvré jusqu'au bout pour sa famille, a-t-il déclaré lors de l'homélie. Son amour a transcendé la mort et, aujourd'hui, 33 ans plus tard, il continue de prendre soin de sa famille, où qu'il soit. Les petits-enfants que Roberto n'avait jamais rencontrés ont déposé des fleurs sur la tombe. Sofia avait écrit une lettre qu'elle a lue à voix haute. « Grand-père, maman nous a dit que tu étais très sage et travailleuse. Merci d'avoir pris soin de papa quand il était enfant, et merci pour l'argent qui nous aidera à étudier. Je te promets que je serai une bonne petite fille. » Roberto Junior. 15 ans et avec une voix qui commençait à changer, était plus directe. « Grand-père,
je veux être comme toi quand je serai grand. Je veux travailler honnêtement et prendre soin de ma famille comme tu as pris soin de la tienne. Après la cérémonie, la famille s'est réunie à la maison pour le dîner. Javier avait placé la voiture télécommandée sur une étagère spéciale, à côté d'une photo de Roberto en uniforme de camionneur. Lupita a cuisiné du pozole rouge, le plat préféré de Roberto selon Maria, et tout le monde a partagé des anecdotes sur celui qui était rentré chez lui après plus de 3 décennies. « Tu crois que papa est en paix maintenant ?» demanda Sofia en regardant la photo de son grand-père. « Oui, ma fille », répondit Javier en versant du pozole dans son assiette. « Elle est enfin avec ta grand-mère Maria. Elle est enfin à la maison. » Cette nuit-là, Javier rêva de Roberto pour la première fois depuis des années. Dans son rêve, son père se tenait à côté du Kenworth bleu, mais cette fois, il n'était pas détruit, il brillait comme neuf sous le soleil de Guadalajara, et Roberto arborait ce sourire dont Javier se souvenait à peine de son enfance. « Tu peux te reposer maintenant, mon fils, » lui dit Roberto dans le rêve. « Tu m'as retrouvé. Tu as tenu ta promesse. » « Quelle promesse, papa ? » « De ne jamais cesser de me chercher, de perpétuer notre histoire. Maintenant, prends soin de ta famille comme j'ai essayé de prendre soin de la mienne. » À son réveil, Javier savait que la boucle était bouclée. La quête était terminée, mais l'héritage ne faisait que commencer. Le lendemain, grâce aux économies de Roberto, Javier créa la bourse ERNE, à l'université de Guadalajara, destinée spécifiquement aux enfants de chauffeurs routiers souhaitant étudier l'ingénierie ou la gestion d'entreprise. La première bénéficiaire était une jeune fille de 18 ans dont le père avait disparu sur l'autoroute Guadalajara-Puerto Vallarta 2 ans plus tôt. « Mon père aurait voulu cela », a dit Javier à Lupita lors de la signature des papiers à l'université. Que son sacrifice permettrait à d'autres jeunes d'avoir les opportunités qu'il voulait m'offrir. Roberto Hernandez était rentré chez lui non seulement physiquement mais aussi spirituellement, transformant sa tragédie personnelle en espoir pour d'autres familles vivant la même incertitude que les Hernandez avaient endurée pendant 33 ans. Guadalajara, juin 2023. 3 mois après la découverte qui a changé à jamais la vie de la famille Hernandez. Javier se tenait à l'entrée de ce qui avait été autrefois son petit atelier de réparation automobile. La grande enseigne lumineuse indiquait désormais « Thaler Roberto Hernandez, spécialiste du transport lourd ». L'argent que son père avait économisé pendant des années avait enfin atteint son objectif, offrir à la famille un avenir meilleur. L'histoire du chauffeur routier disparu était devenue virale sur les réseaux sociaux de Guadalajara. Les médias locaux ont couvert l'affaire, et bientôt des familles de toute la région ont commencé à arriver avec des histoires similaires, des chauffeurs routiers jamais rentrés chez eux, des familles restées sans réponse pendant des décennies, des épouses attendant toujours à la fenêtre. Doña Carmen Ruiz fut la première à frapper à la porte de l'atelier. Son mari Ramiro avait disparu en 1995 sur l'autoroute Guadalajara-Manzanillo avec une cargaison d'appareils électroménagers. « Jeune Javier, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Tu as retrouvé ton père après 33 ans. Crois-tu qu'il y ait encore de l'espoir pour le mien ?» Cette même semaine, d'autres familles sont arrivées, la famille González, dont le fils avait disparu en 2010 près de Colima, et Madame Mendoza, qui recherchait son frère, disparu en 2003. Chaque histoire était différente, mais la douleur était la même, l'incertitude de ne pas savoir ce qui était arrivé à leurs proches. Javier a réalisé qu'il tenait entre ses mains quelque chose de plus puissant qu'un garage, la responsabilité de transformer son histoire en espoir pour les autres. C'est ainsi qu'est née Ruta de Esperanza, une association à but non lucratif dédiée à la recherche des chauffeurs routiers disparus. Nous n'allons pas promettre de miracle, a expliqué Javier lors de la première réunion avec les familles touchées, qui s'est tenue dans la cour de sa maison, mais nous allons faire ce que les autorités ne peuvent pas toujours faire, garder leurs histoires vivantes, organiser des recherches systématiques et ne jamais cesser de chercher. Demander. Roberto Junior était devenu l'assistant le plus enthousiaste de son père. À 15 ans, il avait déjà décidé d'étudier l'ingénierie des transports pour améliorer la sécurité sur les routes mexicaines. « Je ne veux pas que ma famille subisse ce que nous avons vécu », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au journal télévisé de Televisa Guadalajara.
Le jeune homme avait hérité non seulement du nom de son grand-père, mais aussi de sa détermination. Il passait ses après-midi à aider à l'atelier, se familiarisant avec les moteurs diesel et les systèmes de localisation GPS. Grand-père n'avait pas cette technologie, a-t-il commenté en examinant les nouveaux dispositifs de localisation, mais nous, si, et nous allons l'utiliser pour qu'aucun camionneur ne se perde. Sophia, quant à elle, avait commencé à documenter les histoires des familles venues à l'atelier. À seulement 13 ans, elle avait déjà interviewé plus de 20 personnes et créé une archive numérique contenant des photos, des témoignages et des informations sur les disparus. Mon grand-père aussi est resté invisible pendant de nombreuses années, a-t-elle écrit dans sa dissertation, qui a remporté le premier prix du concours d'État. Mais son histoire nous a appris que personne ne disparaît vraiment tant que quelqu'un se souvient de lui. Le moment le plus émouvant a eu lieu lorsque Don Chema, le chauffeur de camion que Roberto avait sauvé en 1990, a fait don de sa propre remorque pour qu'elle soit transformée en unité mobile de recherche. Roberto m'a donné une seconde chance dans la vie, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie d'inauguration. Son fils va maintenant offrir cette même chance à d'autres familles. La remorque a été modernisée avec des technologies de communication, des cartes numériques et un petit laboratoire médico-légal mobile. Sur les côtés, l'inscription « Route de l'espoir à la recherche de nos héros de la route » était peinte en grandes lettres. En octobre 2023, l'organisation avait remporté son premier succès, elle avait retrouvé les restes de Ramiro Ruiz, le mari de Doña Carmen, dans un ravin près de Cihuatlán. Il était mort accidentellement, et non d'un vol comme on le craignait, mais sa famille avait enfin des réponses. Ce n'est pas la nouvelle que nous espérions, a déclaré Doña Carmen lors des funérailles de son mari, mais au moins maintenant je sais que Ramiro repose en paix et je peux me reposer aussi. L'histoire de Roberto Hernandez avait dépassé les frontières de Jalisco. Des camionneurs de tout le Mexique ont commencé à partager leurs propres histoires de collègues disparus, et peu à peu, un réseau national de familles unies par la même douleur, mais aussi par le même espoir, s'est formé. En décembre 2023, exactement 33 ans après la disparition de Roberto Ravière, ils décidèrent d'honorer la mémoire de leur père d'une manière particulière. Le quartz bleu marine fut entièrement restauré et transformé en monument à l'entrée principale de Guadalajara, à l'intersection des avenues López Mateo et Mariano Otero. La plaque à la base du monument indique: à la mémoire de Roberto Hernandez et de tous les camionneurs qui ne sont jamais rentrés chez eux. Leur amour continue de guider leur famille vers l'avenir. Lors de l'inauguration, des centaines de camionneurs ont klaxonné en hommage à toute la ville. Roberto Jr. a placé le camion télécommandé, cadeau de Noël, dans une vitrine spéciale à l'intérieur du monument, avec les dernières photos de Roberto et de sa famille. Si cette incroyable histoire d'amour, de persévérance et d'espoir vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fortes comme celle-ci et de la partager avec vos proches. Dans les commentaires, dites-nous, que feriez-vous si, après tant d'années, vous trouviez les derniers mots d'un être cher disparu? Votre histoire pourrait être la prochaine que nous présenterons sur notre chaîne. L'histoire de Roberto Hernandez était terminée, mais son héritage ne faisait que commencer. Sur les routes du Mexique, les routiers racontent désormais son histoire comme une légende d'amour paternel qui transcende la mort, nous rappelant qu'aucun sacrifice fait par amour ne se perd dans le temps.